Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouveau format du podcast. Enfin, plus si nouveau, parce qu'on en est au 4e épisode, des hors-séries. Du premier hors-série, c'est des formules que je vous proposerai de manière régulière avec des partenaires. Alors, ces hors-séries, c'est l'occasion de vous faire découvrir des experts qui partagent les valeurs et les convictions de l'entreprise de demain. Donc, cette envie de faire évoluer les pratiques en entreprise vers des pratiques plus en phase avec l'époque, vers des pratiques qui conjuguent mieux impact et performance. Et puis qui partagent aussi cette conviction qu'il n'existe pas une seule manière de faire, un dogme, une vision manichéenne des choses, mais bien des manières de faire, des possibles, des chemins propres à l'histoire et à la raison d'être de chaque entreprise, ou encore de chaque dirigeant ou de chaque manager. Et puis ces hors-séries, c'est aussi le moyen de faire vivre et poursuivre le podcast. Vous le savez que pour exister, il a besoin de vous. Il a besoin de vous, chers auditeurs et chères auditrices. Il a besoin que vous vous abonniez sur votre plateforme préférée pour ne pas manquer les épisodes. Il a besoin que vous mettiez des étoiles pour le noter, que vous mettiez des commentaires sur ces plateformes pour le recommander. C'est essentiel, c'est la condition de sa survie. Mais c'est aussi un média gratuit, et c'est tant mieux, mais un média gratuit qui reste à financer pour vous offrir le meilleur. Par contre, ayez vraiment mon engagement, ça ne remet en aucun cas en cause la qualité des contenus, et encore moins l'indépendance éditoriale, ça vient la renforcer. Et puis, vous savez que sans contenu de valeur ajoutée, pour vous, chers auditeurs et auditrices, je ne fais pas d'épisode, je ne fais pas de partenariat. Et en parlant de valeur, j'ai donc été ravie et honorée d'inaugurer ce format avec un collectif que j'ai appris à connaître et que j'apprécie beaucoup, le collectif FlexJob. Alors, certains le connaissent peut-être, d'autres non, donc je vais vous le présenter. Notre modèle est à bout de souffle. Qui commande, qui décide, qui exécute et qui reporte ? Le trio classique ne permet plus aux entreprises d'agir avec la fluidité de leur environnement et aux personnes qui travaillent d'y trouver un sens, une envie de s'engager et la possibilité d'amener la totalité de leurs compétences et de leurs talents. Et c'est en partant de cette conviction forte que le collectif FlexJob a décidé de renverser la table de l'accompagnement à la transformation. Vous voyez que ça résonne avec ce podcast, l'entreprise de demain. Et donc, ce hors-série, il comprend 4 épisodes. Vous avez peut-être déjà écouté les 3 premiers, en tout cas je vous y encourage. Et j'ai été ravie d'échanger avec 4 personnalités passionnantes, très engagées, expertes et humbles à la fois. Et je termine avec Jean de Maupoux. Avec Jean, nous terminons donc cette capsule sur une question clé. Faut-il un manager pour manager une équipe ? C'est une question fondamentale, alors pas tant pour la réponse que pour la réflexion qu'elle engendre. Et la réflexion ici, elle est nourrie autant par l'expérience professionnelle de Jean que par son expérience personnelle, puisque Jean est quelqu'un de très engagé dans la vie privée. Vous allez voir, c'est passionnant. C'est un épisode truffé d'exemples et d'outils très concrets. Et comme dans chaque épisode de The hors-série, vous avez un super bonus à la fin. Mais là, c'est un super bonus. Alors écoutez bien jusqu'au bout. Bonne écoute. Bonjour Jean. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Alors Jean, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui sur un sujet qui fait le buzz. Je vois des titres de newsletter à gogo sur le sujet. Donc on va traiter le sujet. Faut-il un manager pour manager une équipe ? Et nous sommes donc dans une époque où cette question résonne très fort. Donc c'est le 4e et dernier épisode de cette capsule que je suis ravie de faire avec FlexJob et donc avec toi Jean. Et pour la commencer, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs et nos auditrices. Ouais, super. Alors je m'appelle Jean de Maupoux, j'ai 3 enfants, j'ai un peu plus de 30 ans. Je suis arrivé chez FlexJob il y a 6 ans.
Aujourd'hui, je travaille depuis Nantes, donc au bureau de Nantes, chez FlexJob. Et à côté de ça, j'ai aussi une aventure un peu particulière, mais qui me marque et qui est en lien avec le thème de l'entreprise. J'ai pris une mission associative avec ma femme où je suis famille responsable dans une maison qui fait vivre des anciens de la rue et des jeunes pros sous le même toit. Voilà. Donc, je sais pas si on aura l'occasion, mais il y a plein de monde croisé. Ouais, belle expérience. Voilà. Et alors, toi, tu es manager ou pas chez FlexJob ? Alors, on n'a pas de manager en tant que tel chez FlexJob. On aime bien parler de phénomène de leadership, mais tu vas voir, on va y venir. Et moi, c'est un sujet qui me passionne. Aujourd'hui, j'ai une responsabilité qui est celle de lead bureau. Donc nous, on a appelé ça comme ça. Donc pour le bureau de Nantes, voilà, je suis lead bureau à Nantes. Et j'imagine qu'on va avoir l'occasion de creuser. Mais grosso modo, et pourquoi est-ce qu'on parle pas de manager ? Alors peut-être parce que chez FlexJob, on a un peu cette tendance à se dire, tiens, le manager, c'est un côté un peu traditionnel. Tu parlais des titres de newsletter. Bon, voilà, avec cette image-là, encore une fois, je pense qu'il y a plein de types de management. Nous, on a choisi ce terme de lead bureau avec cette grande idée de te dire que quand tu es lead bureau, tu dois garantir en fait que les décisions soient partagées, soient prises ensemble. T'es pas là pour prendre les décisions, mais t'es plutôt garant du cadre qui a été co-construit. Oui. Tu vois la nuance. Complètement, voilà. C'est garant du cadre. Et est-ce que tu es voué à rester lead bureau ? Alors, écoute, je ne sais pas, et ça c'est quelque chose que je trouve génial chez FlexJob, et en même temps, moi qui me fais des petits papillons dans le ventre, tu vois, de temps en temps, on a un système d'élection sans candidat pour les leads bureaux. Donc tu es élu par tes pairs sans être candidat pour une durée de 18 mois. Et donc là, en février-mars, on va refaire un process d'élection sans candidat pour savoir qui sera lead bureau à Nantes. Et donc, je sais pas, j'aurai la réponse à ce moment-là. Et tu dis que ça te met des papillons dans le ventre, pourquoi ? Mais écoute, c'est ce que je te disais, il y a un côté de moi qui est super content et heureux de me dire qu'il est possible de faire autrement. Et j'aime cette idée, tu vois, l'idée me plaît. Je trouve ça génial. Et d'un autre côté, je crois que t'en parlais avec Lise-Marie la semaine dernière. Il y a un côté un petit peu, une posture sociale, tu vois. Et pour être tout à fait honnête, il y a un côté, je trouve ça plaisant. Et de l'autre, je me dis, mais en fait, qu'est-ce que c'est génial si demain, moi j'ai une entreprise qui m'a beaucoup inspiré où ils font des élections sans candidat. Le gars était leader de la structure au niveau Europe. Il est redevenu sur un lead commercial en France. Et je me dis, mais waouh, en fait, c'est quand même juste génial de pouvoir avoir cette liberté et de se dire, t'es pas rétrogradé. Bah ouais, c'est génial. En fait, je suis fan. Ouais, à condition que... C'est vrai que la seule limite étant le regard de la société, t'en parlais de titre. Oui, parce exactement. Il peut y avoir ce regard sur, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ? Et je crois qu'en fait, c'est pas grave. C'est pas grave parce que je suis bien dans mes pompes et voilà. Tu as touché le point important. C'est d'abord, avant de s'attacher au regard des autres, s'attacher au regard qu'on a sur soi-même. Oui. Mais bon, ça demande quand même une certaine maturité qui est pas liée à l'âge, qui est liée aussi au travail qu'on peut faire sur la confiance en soi. Mais on va pas développer ça ici. On va donc revenir à notre manager. Oui. Et j'aimerais te dire, aujourd'hui, un manager, ça sert à quoi dans une entreprise ? Quels sont, avant de se dire du coup si on en a besoin ou pas besoin, se dire d'abord il sert à quoi, et à ce moment-là peut-être pouvoir répondre assez factuellement à la question. Ouais, bien sûr. Alors t'as raison. À quoi sert le manager ? Pour répondre, je vais en fait citer quelqu'un qui a travaillé là-dessus, qui pour certains est considéré comme un des papes du management, qui s'appelle Peter Drucker et qui a caractérisé 5 grandes tâches managériales. Et je m'attelle au terme de tâches, tu vas voir, c'est super important. Et lui en liste donc 5, qui est piloter l'activité, fixer des objectifs, donc après avoir fixé ces objectifs, de piloter la performance, de communiquer. Ça a aussi été évoqué dans d'autres épisodes, l'information c'est le pouvoir, donc oui. Je communique, j'ai l'information, je gère l'information. Et puis enfin, de développer les compétences. Voilà. Et en fait, pourquoi j'insistais sur les tâches, et d'ailleurs, je pense que les managers, les dirigeants, ou même d'ailleurs si on n'est ni dirigeant ni manager,
on peut caractériser les grandes décisions du manager, de la direction dans ces grandes patates, on va dire. Et puis si c'est pas le cas, on peut essayer d'imaginer, d'en imaginer une sixième, une autre, afin de caractériser ces tâches managériales. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'on se rend compte que ces tâches managériales, en tout cas, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut qu'elles soient gérées par une seule et même personne ? Voilà. Donc je pose la question et j'ouvre le débat là-dessus. D'accord, ouais, c'est vrai que c'est une question intéressante, mais alors du coup, quelles sont les pistes pour répondre à cette question ? C'est-à-dire qu'à la fois, est-ce qu'on a toujours besoin de manager ? Est-ce qu'on a besoin de remplir ces tâches, mais est-ce qu'elles doivent être gérées par une seule personne ? Quelle piste tu nous proposes ? Alors, moi, ce que je pourrais peut-être te dire, encore une fois, je prétends pas avoir la réponse absolue, mais j'aime bien cette idée de tendre des perches et puis chacun saisira celle qui lui parle. C'est complètement l'esprit, vas-y. Donc, est-ce que finalement, tu poses la question, hein, il faut un manager. Donc, moi, je dis pas sûr. Par contre, j'aimerais alerter, peut-être, en tout cas, mettre un point de vigilance. Il y a eu un épisode aussi sur l'entreprise libérée, ce truc de Fellé. Enfin, j'ai plus le titre exact, mais ça fera écho. Attention au fait de se dire, si on n'a pas besoin de manager, en fait, c'est bon. C'est totalement libre et tout le monde peut le faire, tu vois. Non, une équipe, une entreprise aura toujours besoin d'être managée. Et ça, je crois que c'est une conviction que je me suis vraiment faite au fur et à mesure, depuis 6 ans que j'accompagne des projets sur ces thématiques-là. Et donc, si elle a besoin d'être managée, comment on fait ? Et là, je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Dans un collectif, tu peux te répartir ces tâches managériales. Tu vois, peut-être que je sais pas moi, sur le pilotage de l'activité, tu vas avoir une personne qui va prendre un leadership à un moment donné sur cette thématique-là. Tu vas avoir une autre personne sur une autre thématique, je sais pas, de fixer les objectifs, qui va pouvoir prendre le leadership. Mais tu as aussi, je crois, et je pense, une autre alternative qui est super intéressante, qui est le pouvoir du collectif. Cette responsabilité collective qui va te permettre de fixer ces objectifs, de développer les compétences, etc. de ces grandes tâches managériales, mais qui vont pouvoir être co-construites et co-gérées, avoir une responsabilité partagée. Et ça, moi je pense que c'est une piste hyper intéressante à explorer. Ouais, voilà. Effectivement, c'est une piste qui se regarde. Et je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit qui me paraît très important. Pour être un peu caricatural, j'ai tendance à dire que plus on libère, plus il faut du cadre. Mais de toute façon, si on prend la vie, et finalement tu vas pouvoir te parler de ton expérience, moi je vais te parler de mon expérience de parent, de grandes ados. En fait, plus elles grandissent, plus je leur donne de liberté, plus je leur mets du cadre. Et plus je leur rappelle le cadre et l'impact de dépasser le cadre en fait. Mais tant que le cadre il est respecté, j'ai pas mon mot à dire. Et c'est intéressant parce que, tu vois, là, si je le ramène sur une relation parent-ado, ça t'évite d'être dans le conflit. Puisqu'en fait, tu ne vas pas aller reprocher de quelque chose qui ne va pas parce que tu as posé un cadre. Et que ce cadre, bien évidemment, tu ne le poses pas de manière... Alors, il y a quand même, quand tu es parent, tu gardes quand même une forme de directivité, parce qu'à un moment donné, tu dois poser des limites encore à des ados, mais néanmoins, il se co-construit. Et donc, c'est intéressant parce qu'on est dans une approche avec laquelle on a quand même autorité, une forme d'autorité. J'explique à ma fille qui va avoir 18 ans que non, le jour de ses 18 ans, elle ne serait pas totalement libre, parce que pas encore autonome, mais à beaucoup de points de vue. Et donc, on peut avoir cette autorité et qu'en même temps, on peut être dans une forme totalement participative et qu'en même temps, on peut être dans une forme extrêmement délégative parce que j'attends qu'elle prenne en charge beaucoup de choses dans la maison. Voilà, donc c'est aussi intéressant parfois de se projeter sur des schémas autres que l'entreprise et peut-être que tu vas pouvoir nous parler de ton expérience justement de famille responsable qui nous permettent d'explorer les choses avec moins d'enjeux. J'ai entendu beaucoup de managers dire faire évoluer aussi, enfin de managers, de dirigeants, enfin peu importe, là c'est pas le fait qu'ils soient managers, mais de personnes, d'individus qui ont réussi à faire évoluer des pratiques parce qu'ils l'ont fait dans le cadre associatif et que tout d'un coup, comme il y a moins d'enjeux, tu parlais tout à l'heure de se sentir bien, donc d'être beaucoup plus soi-même quelque part, sans chercher à une quête profonde, hein, mais juste voilà. Donc raconte-nous un petit peu ton expérience et qu'est-ce qu'on pourrait en tirer sur cette notion du manager. Alors effectivement, je vais plutôt parler de ce que je peux vivre du coup à côté qui nourrit aussi ma pratique professionnelle, pas en tant que parent parce que moi mon aîné a 5 ans donc le cadre il est assez directif. J'y viendrai plus tard avec les ados. Mais effectivement, donc tu vois dans cet aspect associatif,
c'est quand même assez engageant, et même peut-être plus finalement que le monde de l'entreprise, parce qu'on vit ensemble. Donc c'est matin, midi et soir avec des irritants, une vie en coloc, des vies peut-être un peu plus cabossées que d'autres, etc. Et en fait, tu as un cadre général qui est celui donné par l'association, tiré de son expérience sur le vivre ensemble. Je vais te donner un exemple hyper précis. Il faut que la maison soit bien tenue. Donc tous les colocs, quels qu'ils soient, s'engagent à donner un service pour la maison, pour l'entretenir. Et nous, ce qu'on a fait avec ma femme, on a décidé de mettre en place un conseil de maison qui réunit tous les colocs et qui nous permet de décider ensemble des modes de fonctionnement de la maison. Et donc typiquement sur les services, on s'est dit il y a une règle à tenir, et donc là on est garant du cadre. Et du coup, je me dis que ça pourrait être totalement transposable sur des sujets assez sans forcément trop d'enjeux par n'importe quelle équipe, tu vois, qui pourrait nous écouter. Donc on s'est dit, tiens, ok, les services, la règle, c'est il faut que ce soit propre et que la maison soit bien tenue pour l'entretenir. Une fois qu'on a dit ça, et là on a co-construit tous ensemble, et ça ça a été génial du coup, qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir une maison bien entretenue? Et donc en conseil de maison, on a décidé que c'était faire les tâches qui ont été définies 2 fois par semaine, et on a co-construit la liste des tâches il fallait qu'elles soient faites, ces tâches-là, et bien faites. Donc une fois qu'on a dit ça, on s'est dit ok, on a co-construit notre mode de fonctionnement, on a co-construit ensuite qui veut quoi, est-ce que c'est des rôles tournants, pas tournants, est-ce que c'est fixe, est-ce qu'on doit expérimenter, etc. Bon, et maintenant qu'on a ce mode de fonctionnement, on y revient de temps en temps, mais ça a été défini collectivement. Et en soi, nous, en tant que famille responsable, on a juste été garant du cadre de la seule règle donnée par l'association, en fait, qui est là, et derrière, on a décidé collectivement. Et ça, moi, je crois beaucoup à cette puissance de l'engagement. Pourquoi ? Parce que si n'importe qui, à un moment, veut exprimer un irritant, un désaccord, il peut le faire. Et en même temps, il y a un moment, c'est beaucoup plus compliqué de se dire, ouais, mais je suis pas d'accord ou c'était pas bon, parce qu'on l'a construit ensemble. Ouais. Tu vois ? Et donc, tu as cette responsabilité collective. Et tu le disais, tu peux revenir et expliquer, oui, mais attendez, on l'a construit ensemble. Et donc, ça, c'est important. Ouais. Voilà, donc ce que je retiens de ton point qui est important, c'est de se dire il y a toujours besoin de quelqu'un qui est garant du cadre global. Ensuite, le cadre évolue, il évolue en concertation. Donc voilà, donc que cette personne s'appelle manager ou pas manager, après ça c'est à décider. Exactement. En fonction. Et pour les personnes qui nous écoutent, de ce fait, de ce qu'on partage, donc on a donné des exemples qui étaient justement hors professionnel volontairement. Maintenant, concrètement, dans l'entreprise, comment est-ce que je peux le tester? Par où je peux commencer? Alors, effectivement, c'est une bonne question parce que tu as des exemples d'organisations ultra responsabilisantes en gouvernance partagée, donc la prise de décision est partagée en fonction des sujets. Mais peut-être que pour te donner 1 ou 2 exemples précis, d'entreprises qui sont en train de cheminer là-dessus. Je pense à une entreprise industrielle dans la région lyonnaise avec qui on travaille. Ils font des boîtes à gants. Tu sais, pour la chimie, où tu pourrais imaginer le film de James Bond avec l'énorme boîte à gants, etc. Bon. Et ils ont eu cette volonté de se dire, on doit repenser nos modes de fonctionnement pour mieux collaborer. Mais pour ça, on va créer des chantiers participatifs. T'en as un peu parlé avec Margot il y a 2-3 semaines, il me semble. Et du coup, on va avoir besoin d'un phénomène de leadership. Et donc là, c'est pas un manager qui va prendre en charge, tu vois, le projet, mais il va avoir un phénomène de leadership qui va se créer. Et donc, pour définir ce leader, un petit peu comme pour nos exemples de lead bureau, ils ont mis en place une élection sans candidat. Et donc, rapidement, comment ça se passe, une élection sans candidat? Ça veut dire que, évidemment, on peut pas faire campagne, on peut pas être candidat, mais on va co-construire et co-définir les responsabilités et les qualités dont va avoir besoin la personne pour gérer ce projet. Donc, on va les lister. Et ensuite, chacun va pouvoir voter pour quelqu'un. C'est pas un vote anonyme. Donc, on s'engage, on se responsabilise. Et on va expliquer pourquoi on pense que cette personne est la meilleure personne pour mener à bien ce groupe projet, ce cercle, voilà, peu importe, ce rôle-là. Tu peux avoir un report de voix en entendant les autres, et je le simplifie un peu le process, et tu arrives et tu as ce phénomène de leadership. Et donc typiquement cette entreprise, pour travailler sur des enjeux culturels hyper profonds, qui aujourd'hui d'ailleurs, c'est assez marrant l'anecdote, ça a tellement bien fonctionné
qu'ils nous ont dit, on n'a plus de nouvelles de cette boîte-là. Et quand on les a recontactés, ils nous ont dit, ah non, mais en fait, tout va bien. On savait pas trop comment vous le dire. Mais ça y est, ça roule, c'est génial. Et du coup, ils sont tellement embarqués dans cette aventure, ils ont tellement matché avec le modèle qu'ils ont construit et ils ont trouvé leur propre modèle que finalement, tu vois, donc l'entreprise n'a pas été totalement repensée, mais sur certains projets, elle fonctionne autrement. Et ça, du coup, il n'y a pas de manager sur un enjeu stratégique à fort impact. Donc ça, c'est un premier exemple que je peux te donner. Et le deuxième exemple auquel je pense, c'est un exemple dans l'industrie pharmaceutique, dans un département R&D. On a accompagné là le dirigeant voulait partir. En fait, il nous l'avait même pas dit. Donc ça, c'était assez filou. Mais il voulait tendre vers une organisation plus partagée, plus collaborative. Et au bout d'un moment, au bout de 4-5 mois d'accompagnement, il nous dit, mais en fait, je pars et j'ai demandé à ne pas être remplacé. Donc, tu vois, c'est assez fort. Comment est-ce qu'on fait? Et donc là, on a travaillé avec les managers en se disant, mais quelles étaient les tâches managériales de ce fameux donc Javier, du dirigeant du département. Et puis, on a identifié ces tâches et les managers qui étaient autour, on a co-construit donc ensemble des rôles qui étaient rattachés à ces tâches. Donc, tu avais un rôle de représentation au codir du site. Donc, il y a une personne qui a pris ce rôle-là. Une autre qui était plutôt sur la partie développement des compétences. Une autre sur le côté fixer les objectifs. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on a co-construit ce rôle tout en se disant, est-ce que c'est un rôle qui est tournant? Est-ce qu'il n'est pas tournant? Comment on y accède? Est-ce qu'il faut un minimum d'ancienneté, de connaissance de la boîte? Est-ce que ça peut être un rôle qui peut être beaucoup plus ouvert aux techniciens, aux techniciennes de laboratoire, tu vois, etc. Et donc voilà. Donc je pense à ce deuxième exemple qui est de se dire, on s'est réparti les tâches du dirigeant et finalement ça a super bien fonctionné parce qu'ils les ont découpées, segmentées de manière hyper claire. Donc il y a eu un gros travail de clarification, de cadrage, et ensuite ils ont fait ce travail de mettre la bonne personne dans le rôle qui était à propos. Ça répond parfaitement à ce qu'évoquait Damien dans le premier épisode de cette capsule sur peut-on aimer son travail, et de dire l'idée c'est de permettre à chacun de trouver, d'y trouver, de pouvoir construire ce qu'il a envie dans son travail. Je trouve que ça résonne beaucoup avec ça. Ce que tu dis aussi qui est intéressant, je notais tout à l'heure, c'est que tu expliquais que dans le premier cas de figure que tu nous présentais, ils n'ont pas transformé toute l'entreprise, mais certains projets. Et je crois que ça c'est important. Il faut pas vouloir tout faire. Enfin, c'est comme il y a pas. Enfin, je veux dire, vous allez être déçus, mais on n'a pas une réponse universelle. En fait, on n'a pas une réponse manichéenne. Il faut pas vouloir tout faire. Il faut essayer des choses, faut regarder. Et parfois, il y a des étapes qui peuvent être suffisantes, il y a des étapes qui peuvent donner envie d'aller plus loin, au moment où, mais peut-être plus tard, parce que peut-être que l'entreprise que tu as eue et qui dit, non, moi, en fait, tout va bien, peut-être que dans 2 ans, elle va vous dire, ah non, mais alors maintenant, on voudrait aller là-dessus. Donc voilà. Et ensuite, je trouve que ce principe répond énormément à ce qui est pour moi, hier, on me demandait quel était l'enjeu du futur du travail majeur. Alors on me reparlait de télétravail, co-educating, ça je dis mais pour moi on n'est pas du tout. Enfin là on parle outils en fait, on parle conséquences. Pour moi l'enjeu majeur c'est une entreprise qui me permet de comprendre, d'identifier, de développer mes talents où je m'en vais. Et en fait, je crois que c'est ça, et c'est ça qui fait aller vers les gens, vers parfois l'indépendance, parce que c'est ce que ça leur permet. Et c'est ça qui, quand j'écoutais Damien et quand je t'écoute, et je me dis, c'est des formats qui répondent à ça. Donc arrêtez de nous poser des questions existentielles sur le nombre de jours de télétravail, ces choses comme ça, mais plutôt testons des choses qui permettent aux gens, parce qu'aujourd'hui, la seule chose que les gens ont envie, c'est de mieux comprendre, connaître leurs talents, et les mettre en œuvre. Et quand tu parles d'élection sans candidat, il y a peut-être un côté violent parfois quand t'es pas élu, mais il y a ce côté, comme on a posé des qualités, quand on t'élit sur ces qualités, qui, je pense, 9 fois sur 10, tu ne mesures pas parce que ton cerveau fait que tu te souviens partout où t'es pas bon et pas forcément là où t'es bon. C'est un sacré coup de boost, quoi. Et puis, tu as des personnes auxquelles, en temps normal, on n'aurait jamais pensé. Oui. En fait, qui se disent, mais tiens, on a pensé à moi. Et c'est hyper valorisant. Et toi, tu vas penser à des gens auxquels tu n'aurais pas pensé parce que comme tu as fait l'exercice de définir ces qualités,
Exactement. Tu as positionné des gens que tu n'aurais pas positionnés. Et tu parlais d'exemple tout à l'heure, et je pense je vois aussi une mission sociétale là-dedans, parce que tu parlais du fait que tu partages une maison avec des gens qui viennent de la rue, donc c'est des gens qui n'ont pas de diplôme. Et tout d'un coup, quand tu es sur des schémas comme ça, tu vas pouvoir aller reconnaître des qualités à des gens qui ne les ont pas prouvées de manière sur LinkedIn, comme nous aurait dit Marie la semaine dernière, ou dans une formation académique, comme on est très attaché, trop attaché en France, mais qu'ils les ont. Et tout d'un coup, tu vas pouvoir leur donner cette confiance, leur donner cette possibilité, leur donner ce possible. Et tu nous as parlé d'entreprise industrielle, j'ai envie de dire que c'est des choses qui sont encore plus puissantes dans des organisations où justement on est très 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 loin de ces modes de pensée en fait. Ça peut être extrêmement révélateur. Et donc ça montre que c'est possible et ça montre que c'est possible et ça fait écho à ce que tu disais. Tu vois, moi je crois que si on m'avait posé la question de l'enjeu du futur du travail demain, j'aurais répondu quelque chose d'assez similaire de ce que tu as dit, mais peut-être sous un autre angle, en disant je crois qu'il faut apprendre à être autonome, à reprendre ses décisions, à avoir un esprit critique. Pourquoi ? Parce que t'en parlais avec Lise-Marie dans un précédent épisode. L'enjeu, ça va être d'être en mesure d'aller construire ton modèle qui va évoluer. Oui. Toi, c'est pas d'avancer ou de tendre vers quelque chose de précis. Non. Si tu arrives à faire cette transformation culturelle qui permet de débattre, d'être d'accord, pas d'accord, de comprendre, de développer tes talents, etc. Mais demain, pour construire ton modèle, ce sera beaucoup plus facile. Donc ça, c'est quelque chose auquel je crois pas mal. Ouais, et du coup, ça revient sur la posture de l'apprendre à apprendre, c'est-à-dire apprendre à désapprendre, à accepter l'inconfort, etc., qui te permet d'avancer et d'aller vers des modèles que tu ne connais pas. Et si on reprend notre question pour conclure, j'ai envie de te dire aussi, pour tout ça, il faut des gens qui impulsent. Tout à fait. Et c'est là où, quelque part, je pense qu'il faut un leader. Mais le leader, c'est pas forcément le patron. Pas forcément. Bon, après, c'est important quand même que le patron soit, que la personne qui est aux manettes au départ puisse impulser. Mais je pense qu'il y en aura toujours besoin de cette forme de leadership en fait, qui est la forme la plus noble, qui est d'impulser et d'être au service. Mais à un moment donné, c'est vrai que tout ce que tu évoques, il faut quand même une énergie, il faut quand même quelque chose au départ qui est mise dans la machine pour qu'on y aille. Il faut effectivement une énergie. Souvent, ce que j'aime bien dire, parce que tu l'as dit, il y a des entreprises industrielles, des entreprises qui ont une histoire, qui ont 150 ans d'histoire. Mais moi, dans mon secteur ou dans mon entreprise, c'est pas possible. Et en fait, je pense qu'il est possible de faire pas mal de choses sans forcément avoir le grand soir, une grande révolution, et qu'il y a pas mal de petites astuces, de petites techniques. Et tu es capable, du coup, sur cette base-là, de lancer des initiatives, tu vois, sans forcément être totalement visible tout de suite. Mais alors, ça, j'y crois à 450%. Et je pense qu'on ne se transforme que comme ça. Hein. Je pense que si on n'a pas appris des 20 dernières années que le grand soir de la transformation, ça ne marchait pas. Et du coup, est-ce que tu as quelque chose, une ressource à nous proposer pour le faire ? Alors, si tu m'y autorises, j'en ai même deux que je vais faire très rapidement. Ah bah vas-y. La première... Vous pourrez trouver plein de ressources en ligne. C'est sur le management 3.0, donc c'est de l'open source. C'est un petit outil qui s'appelle le Delegation Poker et qui permet, si vous êtes dirigeant manager et que vous avez envie de vous poser la question de creuser cette question, de se dire mais comment peut-être je pourrais faire autrement et à certains endroits de m'effacer d'une posture de manager comme on l'imagine au sens un peu plus traditionnel du terme. Et donc typiquement ça pourrait être, mais pour un recrutement, on va prendre cet exemple-là. Et le Delegation Poker, tu as 7 cartes, c'est un jeu de cartes qui va du « je décide tout seul et j'informe » à « je délègue totalement et je suis même pas informé de la décision ». Donc, encore une fois, c'est ni bien ni mal. Génial. Tu vois, c'est une proposition, ça amène du débat. Et en fait, c'est en ça que cet outil est intéressant. Et donc, tu vas avoir différents niveaux. Le niveau 4, c'est un consensus, on décide ensemble. Et donc, sinon, ça va être le manager délègue la décision, mais il va demander à être sollicité. Ou alors, c'est plutôt, il va prendre la décision, mais il va consulter. Tu vois, à l'inverse. Donc, tu as différents niveaux. Et ça, je pourrais inviter n'importe quel dirigeant manager qui a envie peut-être de tester, mais dans un cadre un peu plus sécurisé, d'aller voir cet outil-là, de tester, de le faire entre pairs, avec son équipe même peut-être, et peut-être qu'elle est prête, de se dire, bah tiens, sur le prochain recrutement, est-ce que je suis pas prêt à passer d'un stade où je décide tout seul
à embarquer l'équipe. Génial. Tu vois, et à avancer étape par Quelque chose étape. de très concret, merci. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode, je vous rassure tout de suite. Donne-nous le deuxième. Et le deuxième, mes collègues, je vais surtout mettre en valeur mes collègues. J'ai aussi participé un petit peu. On fait un boulot monstrueux. On a capitalisé, en fait, de tous nos projets d'accompagnement. On en fait une 60aine par an, à peu près. Des éléments, des choses qu'on a vues, découvertes, qui sont peut-être des ressources, des astuces, de l'inspiration. Et on est en train de sortir, ça sortira début janvier, un cycle de 52 mails où tu as une ressource par semaine. Donc on va t'accompagner pendant 1 an avec de l'inspiration sur se travailler autrement, peut-être comment fonctionner autrement. Alors ça veut dire que, est-ce qu'on peut peut-être s'inscrire pour la recevoir dès maintenant ? Alors exactement, on va créer une page où n'importe qui va pouvoir laisser son adresse mail qui serait intéressé pour les recevoir. Et puis ça sortira, je pense, dans 2-3 semaines. Il faut juste nous laisser le temps de finaliser. Et dedans, tu auras plein de ressources sur le feedback, enfin plein de clés de réussite pour tendre vers une organisation peut-être un petit peu plus collaborative, responsabilisante. Pour bien démarrer l'année, je vais m'abonner. Super, puis, tu nous feras un retour. Ouais, je pense que ça va être passionnant. Et puis j'aime beaucoup ce principe du mail par semaine. C'est le petit cadeau qui arrive, c'est très sympa. C'est le cadeau de Noël avant l'heure. Ouais. Écoute, Jean, et puis qui nous accompagne toute l'année, donc c'est bien aussi. Donc Jean, je te remercie beaucoup pour ton temps, je te remercie pour tout ce que tu as partagé, je te félicite pour ton engagement qui est extrêmement inspirant. Je parle dans FlexJob, mais je parle bien sûr en dehors de FlexJob. Merci. D'ailleurs, peut-être que juste quand même dans les notes de l'épisode, je mettrais bien un lien, si tu as un lien vers l'organisme. Ouais. Je trouve que ça pourrait être intéressant, ça peut Je intéresser te d'autres passerai, personnes. ça s'appelle l'association Lazare. D'accord. Et je te le passerai. Génial. Eh ben merci beaucoup et à bientôt. Avec grand plaisir, à bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.